pouvoir à Xavier Marco, Jonathan Argenson qui a donné le pouvoir à Denis Sabon, Marcel Arsac, Catherine Gaspa qui a donné le pouvoir à Thierry Vermeil, Denis Sabon, Marie-Thérèse Galmard. Le quorum est donc atteint. Je vous propose de désigner Xavier Marco comme secrétaire de séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Bon, unanimité. Alors, approbation du procès-verbal du 23 septembre 2024. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 23 septembre 2024. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues? Oui, Madame Normani. Juste une question. En fait, sur la décision 137, il est annoncé qu'il y a eu des modifications de tarification des apports en déchetterie et je voulais savoir si nous pouvions être destinataires de ces modifications, s'il vous plaît. Vous les avez, monsieur Santato, vous les avez? Les modifications tarifaires à la déchetterie? Il n'y a pas eu de modification sur la déchetterie. C'est les tickets? C'est les ventes de tickets sur la déchetterie. Pardon? Pour avoir la régie un peu plus. C'est sur les ventes de tickets. On a mis en place une vente de tickets. C'était plus ça. Mais on peut vous transmettre. Elle n'est pas dans la décision? Là, il y a marqué modification de la décision du bureau communautaire portant sur la tarification des apports en déchetterie pour les usagers professionnels et vente de composteurs. Ah, pour la vente des composteurs? Je vous lis ce qui a marqué dans la décision. Après, c'est pas très clair, effectivement. Elle est sur le site, me dit le service juridique. Sur le site internet? Ouais. Vous auriez le lien éventuellement? Bon, ben, on enverra un mail. Ouais, c'est voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? Ok, très bien. On peut passer au vote? C'est bon. Si vous voulez qu'on passe à la suite, messieurs, dames. Alors, 37 votants, 35 votes, 32 pour, 3 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 1, demande d'un travail d'analyse par la CLECT pour une éventuelle révision libre du montant de certaines attributions de compensation. C'est tout simplement pour réunir la CLECT pour revoir le pacte financier et les attributions de compensation. Donc, il faut qu'on le passe en délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Non? Bon, on passe au vote. Monsieur Biscara, monsieur le maire, on n'a pas eu votre scrutin, s'il vous plaît. Alors, 37 votants, 36 votes, 34 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté oui, à la majorité, je vous en remercie. Dossier suivant, Nicolas. Bien, bonjour à toutes et à tous. Le dossier suivant concerne la décision modificative du budget principal, décision modificative numéro 3. Quelques explications sur cette décision modificative. D'abord, en fonctionnement, on enregistre 66 000 € de recettes supplémentaires qui concernent une régularisation des aides de l'État pour les aires des gens du voyage pour les années 2022 et 2023, donc pour 66 000 €. Et on a un mouvement de compte à compte en chapitre 73. Ces recettes nous permettent d'agrémenter les dépenses de fonctionnement que nous avons complémentaires, notamment sur le chapitre 11. On récupère 36 000 € sur le chapitre 014, puisque nous avions une provision budgétaire supérieure au réel pour le FPIC. Et on vient agrémenter le chapitre 11 pour 79 000 € et le chapitre 65 pour 39 000 €, notamment pour une contribution au SMEA sur le poste 65-61, et on vient minorer notre virement de section de 15 000 €.
En investissement, on a donc 15 000 € de virement de section en moins qui viennent se répercuter sur les dépenses et on récupère 495 000 € de provisions pour le pôle d'échange multimodal en chapitre 204 pour venir ventiler les chapitres 21 et 23. Les chapitres 21 pour finaliser les travaux sur l'Ideleg, le théâtre municipal, son accès, la place de la République à Jonquière et l'accès de l'école Coudoulé. Et pour le chapitre 23, pour compléter la PCP pour Courthézon, le contrat d'axe pour 173 280 €. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. On passe au vote, chers collègues. Alors, 37 votants, 36 votes, 28 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, toujours Nicolas. Merci. Le dossier suivant concerne la mise à jour des APCP. Je vous en ai parlé à l'instant. 3 mises à jour. La première, c'est pour Courthézon, avec une dépense complémentaire de 168 000 € qui vient s'inscrire en CP 2024. Une mise à jour sur le pôle d'échange multimodal également, je viens de vous l'indiquer. On a une provision qui est enlevée pour 2024 et qui est repositionnée en CP pour 2025. Et puis la mise à jour pour la restructuration de l'avenue Courrèges en 2025. Nous avions prévu un peu plus. On a besoin de 2 676 000 €. Donc le montant est mis à jour pour les crédits 2025. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote? Alors, 36 votes, 28 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, toujours Nicolas. Le dossier suivant concerne Caderousse, un dossier qui est attendu par la ville de Caderousse, qui concerne la rétrocession au pays d'Orange-en-Provence de la voirie du lotissement Le Péloris, qui concerne les parcelles F1283, 1284, 1285 et 1296. Cette rétrocession concerne tous les éléments de la voirie, y compris les trottoirs, éclairage public, bassin de rétention, réseau d'eau pluviale, réseau d'alimentation en eau potable et réseau d'assainissement collectif, et fera l'objet d'un impact sur l'attribution de compensation de Caderousse pour un montant de 13 175,40 € annuellement. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. On n'a pas le scrutin de Christelle Jablonski. Ah, pardon. Parce qu'ils ont supprimé la 2G, du coup on n'a plus. C'est bon. Alors, 36 votes, 29 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, le cadeau de la M57. Exactement, c'est un dossier qu'on a déjà passé à plusieurs reprises et qu'on passe au sein de nos communes. Vous savez qu'avec le passage à la M57, les durées d'amortissement passent au prorata temporis pour les immobilisations. On a un tableau qui définit les durées d'amortissement pour chacune des immobilisations. Et ce tableau, il mérite d'être mis à jour puisqu'il y a des comptes qui sont plus amortissables, il y a des choses qui le deviennent. Et donc on met à jour ce tableau relatif aux durées d'amortissement. Est-ce qu'il y a des questions, à part le fait que ce soit le cadeau empoisonné du gouvernement à destination de toutes les collectivités? Non? Un énième? Bon, on peut passer au vote alors. Madame Arsac, on n'a pas eu votre scrutin. Je vous en prie. Alors, 36 votes, 36 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 6.
Décision modificative numéro 3 du budget annexe gestion des déchets du Pays d'Orange-en-Provence. Deux mouvements en fonctionnement de compte à compte. D'abord, le reversement au budget principal du carburant, puisqu'il est payé par le budget principal, est moins important. Donc on récupère 60 000 euros qu'on vient mettre sur le compte entretien matériel roulant. Et on récupère 3 114 euros sur les contrats de prestation pour le passer en dotation et provision, et notamment pour les provisions de créances. Vous savez qu'on passe souvent des créances éteintes, et c'est tout l'objet de la constitution de cette provision au chapitre 68. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 35 votes, 27 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 7. Même dossier que le précédent qui concernait le budget principal, cette fois-ci pour le budget annexe gestion des déchets. C'est le tableau qui fixe la règle des durées d'amortissement et dérogation pour la M57 pour ce budget annexe. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. Du coup, on passe au vote. Alors, 36 votes, 36 pour, le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 8. Dossier numéro 8, décision modificative numéro 3 pour le budget annexe assainissement. Un mouvement principal, nous avons besoin de majorer les recettes, les réserves en chapitre 011 en sous-traitance générale pour le traitement des boues de la steppe d'Orange pour 189 000 euros. Et donc, on vient minorer le virement à la section d'investissement de 159 000 euros et on récupère 30 000 euros que nous avions en réserve dans le chapitre 67, charges exceptionnelles. Ce virement de section ayant été diminué de 159 000 euros, on impacte les chapitres 21 et 23 en investissement pour équilibrer la section investissement. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Valérie, excusez. Merci. Alors, 36 votes, 28 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 9. Dossier numéro 9, qui est un dossier attractivité du territoire, et on va parler de la Grange Blanche 3, et je suis particulièrement ravi de pouvoir parler de ce dossier aujourd'hui. Ça montre que, malgré tout ce qui peut se dire, on travaille dans l'ombre pour le développement économique de notre territoire. On y est particulièrement attaché avec le président, en considérant que nous sommes au carrefour de l'Europe, que nous avons tous les éléments d'infrastructure pour permettre le développement économique de notre territoire, qu'il est vital pour offrir de l'emploi, pour offrir du pouvoir d'achat à nos habitants, et puis aussi pour des recettes pour notre intercommunalité et nos collectivités. Tout ne peut pas se concentrer dans le bassin de vie d'Avignon, c'est aussi la posture qu'on tient au SCOT, et aujourd'hui, eh bien, c'est une nouvelle pierre à l'édifice du développement économique de notre territoire qui voit le jour, et je suis certain que le maire de Jonquière se joint à moi pour cette satisfaction. Il a été choisi, compte tenu de l'intérêt général, de retenir la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU sur la base de l'article L300-6 du Code de l'urbanisme pour permettre l'ouverture à l'urbanisation de la zone 3AU et de son secteur 3AUC du PLU de la commune de Jonquière. Donc, cette zone Grange Blanche 3, je le rappelle, elle est dans la continuité de Grange Blanche 1 et de Grange Blanche 2 qui sont aujourd'hui complètes à 100%.
L'objectif de cette zone d'activité, c'est de permettre l'accueil des petites et moyennes entreprises, des artisans, du secteur, du territoire, évidemment, avant même de vouloir accueillir de nouvelles entreprises extérieures. L'objectif, c'est qu'on puisse accompagner aussi le développement des entreprises qui sont déjà sur notre territoire. La délibération vous le rappelle, il y a une logique géographique, on est au carrefour de l'Europe avec la 7 et la 9, on a les axes autoroutiers, routiers, mais aussi ferroviaires. Il y a aussi une logique technique, quand la Grange Blanche 2 a été réalisée, elle a été pensée avec ce projet d'extension de la zone Grange Blanche 3, notamment en termes de voirie. Il y a une logique stratégique, je viens de l'évoquer avec notamment les carrefours routiers, et puis il y a une attractivité certaine. Madame Mathieu, qui est ici présente, le sait, on reçoit régulièrement des demandes d'installation d'entreprises. On recense près de 80 candidats ces 3 dernières années sur des projets endogènes, mais aussi sur des projets exogènes, et donc on a besoin d'accompagner ce développement économique du territoire. Et puis, le deuxième objectif poursuivi, c'est un besoin d'intérêt général, puisque l'ouverture de la zone Grange Blanche 3 va permettre aussi d'accéder à la station d'assainissement, la station d'épuration de la ville de Jonquière. Et donc, il vous est proposé de prononcer le caractère d'intérêt général du projet et de mettre en compatibilité le PLU de la commune de Jonquière. Évidemment, il y a quelques modalités que je me dois de vous préciser, qui concernent notamment la concertation avec la population, avec un avis informant de l'engagement de la concertation qui durera 2 mois, par publication dans un journal diffusé dans le département, sur le site internet du Pays d'Orange en Provence et de la commune de Jonquière, et par affichage au siège du Pays d'Orange en Provence et en mairie de Jonquière. Cet avis informera le public des dates de la concertation et précisera les renseignements pratiques. Il y aura une mise à disposition du public d'un registre au siège du Pays d'Orange en Provence et en mairie de Jonquière destiné aux observations de toute personne intéressée pendant toute la durée de la concertation. Les observations pourront également être transmises par mail ou par courrier. Et il y aura également la mise à disposition d'un document de concertation au siège du Pays d'Orange en Provence et en mairie de Jonquière, ainsi que les sites internet respectifs pendant toute la durée de la concertation. Une fois la concertation achevée, le conseil communautaire sera invité à en tirer un bilan. À l'achèvement de l'enquête publique, le conseil communautaire adoptera la déclaration de projet et soumettra la mise en compatibilité du PLU au conseil municipal de Jonquière, qui disposera d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour approuver cette mise en compatibilité. À l'absence de délibération de la commune de Jonquière, dans ce délai de 2 mois ou en cas de désaccord, monsieur le préfet approuvera la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et notifiera sa décision au POP dans les 2 mois suivant la réception du dossier complet en préfecture. Le dossier est encore long, mais c'est une première marche qui est en train d'être passée, et donc je vous invite à voter favorablement cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Normani. Oui, donc bien sûr, nous sommes tout à fait favorables à ce projet que nous attendions avec impatience. Je voulais simplement savoir si nous pourrions être associés au choix des entreprises qui vont s'installer. Je pense que nous avons déjà évoqué ce sujet et que nous sommes d'accord sur le fait que nous sommes enclins plutôt à accepter des entreprises de petite taille, non pas des pôles logistiques qui prennent beaucoup d'espace et qui finalement apportent peu de contribution au développement économique de notre territoire. Donc voilà, je voulais savoir si nous pouvions être associés à cette démarche. Et d'autre part, je voulais savoir si nous pourrions être destinataires de l'inventaire qui a été donc a priori réalisé d'après le dernier rapport de l'ORAV sur les disponibilités de terrain ou de friches industrielles ou autres pour pouvoir justement accueillir d'autres entreprises en plus de Grange Blanche 3. Donc c'est quelque chose que j'avais demandé au dernier conseil communautaire. Je n'ai pas eu de retour, donc je voulais savoir si c'était dans les tuyaux et quand est-ce que je pourrais compter sur ce document. Alors sur les délais, Madame Normani, on partage cette frustration en termes de délai. Vous vous doutez bien que si ça ne tenait qu'à nous, cette zone d'activité serait déjà ouverte. Mais les délais qui nous sont impartis par les services de l'État et par l'État, avec les procédures qui se multiplient, nous contraignent à être dans ces délais particulièrement lents sur le développement économique. Et clairement, le délai de l'administration n'est pas le délai de l'entreprise, parce que quand une entreprise veut s'installer, c'est à 6 mois, c'est sûrement pas à 4 ans. Première chose. Deuxième chose, le projet d'orientation d'aménagement qui a été porté par la ville de Jonquière, et j'ai assisté aux réunions, c'est justement des tailles de terrain qui permettent le développement d'artisans,
l'installation d'artisans, de petites entreprises, de PME. C'est l'objectif. Ensuite, sur le choix des entreprises qui vont s'installer, moi je veux bien qu'on s'associe tous, mais on ne va pas le choisir de manière subjective parce que lui on l'aime bien et lui on ne l'aime pas. On va mettre des critères qui vont nous permettre de choisir avec objectivité et impartialité. Et je crois que dans ces critères, il y a des notions d'emploi évidemment, il y a des notions d'activité, il y a des notions de pollution, il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer. On peut déterminer ensemble les critères, mais le choix des entreprises, je pense, devra se faire avec beaucoup d'objectivité et d'impartialité. Ensuite, on n'aura pas exclusivement la main non plus sur les choix, mais notre rôle, ce sera d'orienter au maximum l'installation des entreprises qu'on voudra voir sur notre territoire. Le foncier est bien trop rare pour qu'on laisse faire et qu'on laisse installer n'importe qui sur nos zones d'activité. Je vous rejoins. Merci Nicolas. J'en profite pour redire un mot. Ici, intégralement, on sait plutôt, et c'est le travail que font les vice-présidents qui siègent au SCOT, on a fait part de l'impossibilité, enfin de l'absence totale de volonté, voire même du refus de notre intercommunalité, pour vous rassurer, d'accueillir de la zone logistique. Ça a été la mode effectivement dans les années 90-2000. La plus-value en termes d'emploi est effectivement médiocre par rapport aux fonciers utilisés. Donc c'est des choses effectivement sur lesquelles, mais Nicolas l'a déjà dit dès le début de cette mandature, en disant qu'on était tous opposés à la logistique. On laisse ça à Cavaillon ou à Avignon. Mais force est de constater que, et c'est un peu les difficultés qu'on a avec le SCOT, que nous, Pays d'Orange en Provence, il faut qu'on se batte pour avoir des petites ouvertures de foncier, mais Avignon peut ouvrir dans la zone du Pontet 30 hectares sans aucune difficulté pour faire la logistique, avec le blanc-seing pour le coup de nos autorités de tutelle qu'est l'État notamment. Et là, il y a un peu des questions de pilotage de la part de l'État pour lesquelles on peut se questionner quand même. Je crois que on est assez identifiés et on se bat tous, chacun dans nos communes, pour être et ça c'est Claude qui le dit bien mieux que moi, pour être l'interco de la douceur de vivre, si j'osais. Et donc du coup, effectivement, ça ne va pas forcément avec une noria de camions. On ne va pas rentrer dans les détails aussi, même si on aimerait pousser plus au ferroutage ou au méroutage. Mais là, c'est de la stratégie. Ou alors, on nous donne notre indépendance au Pays d'Orange en Provence, et je suis sûr qu'on pourra plus facilement faire du ferroutage et du méroutage. Mais je ne crois pas que ce soit à l'heure du jour. On va attendre de voir ce que la Corse arrive à faire, et puis si on arrive à faire pareil, on verra. Voilà. Mais j'espère vous avoir rassuré. Monsieur le maire, vous vouliez peut-être prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Bon, concernant la présentation qu'a fait le vice-président au développement économique, sur cette délibération, je partage à 100% ses propos. Je voudrais simplement attirer son attention, d'abord remercier d'avoir intégré le désenclavement de la station d'épuration, mais je voudrais qu'on associe aussi à l'ouest, il y a une entreprise de transport. Et j'aimerais, qui est contiguë à la station d'épuration, ça a été évoqué lors de rencontres, mais ce n'est pas spécifié noir sur blanc dans la délibération. J'aimerais bien que la propriété Hermite, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, soit intégrée dans aussi le désenclavement, puisque c'est une activité économique, et qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes d'accès que pour la station d'épuration avec les poids lourds, c'est que la voirie n'est pas adaptée pour le passage de ces poids lourds, et aux grandes dames des riverains qui se plaignent de cette nuisance, et même plus que d'une nuisance, puisque ça crée des désagréments sur leur propriété. Ça va jusque-là. Donc j'aimerais qu'on en rajoute ça, Nicolas, si c'est possible. Ça touche, c'est contigu à la station d'épuration, donc à la propriété intercommunale. Concernant après le choix des entreprises, je voudrais dire aussi qu'il ne faudrait pas oublier la commune de Jonquière, qui est quand même toujours compétente pour le droit des sols, pour la signature des permis, voilà, me semble-t-il. Il y a une volonté dès le départ, sachant ce qui s'est fait sur la commune de Courthézon, de rééquilibrer sur ces 10 hectares, enfin sur ce qui sera disponible parmi ces 10 hectares, de rééquilibrer en mettant de la petite et moyenne entreprise, parce que à mes yeux, à l'époque, c'était un peu la facilité de mettre de la logistique, puisqu'il y avait de grosses pressions pour ça de la part des porteurs de projets. Et puis en plus, dernièrement, nous avons reçu, puisqu'on fait aussi une modification du plus, une lettre en particulier de la Chambre des métiers et des artisans qui nous demandent de ne pas oublier les petites et moyennes entreprises. Et je voudrais dire à ce sujet que tous les maires du Vaucluse
reçoivent chaque année une belle lettre du président pour dire pensez au foncier pour nos artisans et petites et moyennes entreprises. Voilà. Donc, je veux dire, on est en plein, je pense, dans le sujet. Et parce qu'en fin de compte, limite du territoire ou pas entre Courthézon et Jonquière, quand ça sera réalisé, ça fera une seule unité entre Courthézon et Jonquière au niveau du développement économique. Donc, Nicolas, on est 5 sur 5 tous les deux à ce sujet. Merci de m'avoir donné la parole à nouveau. Je vous en prie. Oui, Madame Maffre, je fais tourner. Après, ce sera à vous, Madame Normani, promis. Merci. Excusez-moi d'abord pour ce qui me reste de voix, donc je vais faire très court. Simplement, ravi d'entendre ici que la logistique sur notre territoire, c'est plutôt derrière. Ravi de voir que le maire de Jonquière se rallie à cette cause-là, puisque je me souviens qu'en son temps, je m'étais sentie bien seule quand j'avais défendu, j'étais montée au créneau contre ces fameuses plateformes logistiques. Tu t'en souviens, mon cher Claude? Voilà, c'était pas notre truc du tout, ça l'est toujours pas, puisque pour toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment. Juste une dernière petite précision et un vœu porté, je le pense, par l'ensemble des élus de la commune de Jonquière et du territoire, que les entreprises du territoire soient prioritaires. Bien sûr, on vous fait confiance pour le choix de celle-ci, l'attribution aussi, mais que les entreprises de notre territoire soient prioritaires pour l'attribution des différentes parcelles. Merci. Monsieur le Président, oui, je voudrais répondre à cette fake news quand même, parce que il me semble que quand même la campagne électorale a bien commencé, je l'ai bien compris, à Jonquière. Je trouve qu'il n'est pas trop tard, pour certains, non. Mais ce que je voudrais, c'est une fake news de dire qu'on a poussé à la logistique sur Courthézon. Je répète, c'était la méthode avant vos prédécesseurs, votre prédécesseur ou vos prédécesseurs, Monsieur le Président, c'est que le maire de l'époque, le prédécesseur à Monsieur Nicolas Pagé, en plus était vice-président ou président, mais en même temps, il a été vice-président de l'économie, et c'est lui qui a fait le choix sur son territoire. Et quand même, tant que la compétence n'est pas donnée à l'intercommunalité, il se trouve que quand même, à un moment donné, on doit écouter le maire de la commune et ses élus sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils projettent sur ces territoires quand même. Parce que alors, à ce moment-là, c'est même plus la peine de venir aux réunions de l'intercommunalité. Donc ça, c'est une fake news. Le maire de l'époque a pris la décision de mettre beaucoup de logistique. Et je me rappelle, le président, un de vos prédécesseurs, a dit publiquement à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas aller à l'encontre, même si ce n'était pas son avis personnel. Donc c'était l'avis du maire qui était en priorité. Bon, c'était comme ça, voilà. Alors, oui, tu veux... On va être très, très clair, on va refaire l'historique et je vais essayer de le faire, en tout cas de ce que je connais, sous votre contrôle. Historiquement, effectivement, on va faire la présidence historique de Alain Milon était effectivement très portée sur la logistique. On va pas s'en cacher, Sorgue en est plein, et c'est vrai que ça a champignonné. Après, effectivement, Alain Rochebonne a été président, il a voulu implanter une zone de logistique. Mon prédécesseur et père, pour le coup, effectivement, lui avait dit « Je pense que ça n'est pas une bonne idée, je pense que tu ne devrais pas faire ça, mais effectivement, vous avez raison, monsieur Biscara. » Il lui a dit « Le maire doit rester maître chez lui sur l'organisation de son territoire. Et donc, même si moi, je ne le ferai pas et je ne l'ai pas fait à Orange, si toi, maire de Courthézon, tu veux le faire, je ne vais pas aller à l'encontre de ton choix parce que tu es élu et bien élu à Courthézon et maître chez toi. » C'est l'historique. Donc c'est vrai aussi, hein, mais c'est vrai que ça n'est pas le choix, ça n'a jamais été le choix de la ville d'Orange, ça c'est sûr, et ça n'est pas le choix du maire de Courthézon et de Nicolas Pagé et des autres maires. Donc c'est vrai c'est ce que j'ai dit un peu en préambule, de manière un peu sibylline, c'est-à-dire que ça a été la mode, effectivement, pendant les années 80-90, on nous a vendu de la logistique parce qu'il devait y avoir... Tout le monde a vu ces articles-là où on nous disait il y aura 400 emplois dans les bases de logistique et puis on s'est retrouvé avec de la mécanisation et 4 emplois sur plusieurs milliers de mètres carrés. Il y a eu un peu les élus ont peut-être été un peu naïfs
mais vous avez certains spécialistes de la logistique qui ont peut-être un peu abusé ou ont peut-être fait miroiter des choses dont ils savaient qu'ils ne tiendraient pas les paroles de la part des logisticiens. Bon, c'est le passé. On a tous acté ces problèmes-là de manière intégrale. Tous les maires, enfin, il n'y a plus que la zone d'Avignon pour vouloir de la logistique finalement. Et je crois qu'on en est. Enfin, ça, c'est leur problème. Mais je crois que là, pour le coup, on est tout à fait unanime sur le sujet. Personne n'en veut. Je vais même abonder sur ce que vous dites aussi, Madame Maffre. On est obligé, parce qu'effectivement, comme l'a très bien dit Nicolas, on a des telles demandes de foncier qu'on est obligé de faire le jeu des chaises musicales entre nos communes pour la réimplantation de certaines entreprises. Et dès qu'on a eu du foncier de libre à Courthézon, parce que c'est une très belle entreprise qui est venue à Orange et on en est très fiers, Nicolas n'a pas eu beaucoup de mal pour remplir à nouveau. Bon, donc on n'est pas sur... Donc évidemment, on a toujours, dès qu'on le peut, parce que parfois, on a aussi des entreprises qui sont victimes de leur succès et qui risquent de ne plus trouver en foncier les besoins nécessaires qu'ils ont et qui risquent de quitter nos territoires. Là, il y a encore bien d'autres enjeux qui sont relatifs à la législation un peu folle qu'il y a en France, aux législations qui sont un peu folles en France. C'est un peu ce que je dis, c'est vous prenez Orange, c'est 10 km² de plus qu'Avignon. En superficie, on est même plus grand que Lyon de mémoire. Je ne veux pas qu'on devienne Lyon, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on a des contraintes avec je pense notamment au PPRI ou aux simulations qui ont été faites par l'État, qui pourraient peut-être être allégées si elles étaient retravaillées, mais là je fais un pieux rêve, hein, je sais que ça ne se fera jamais, mais on est dans des contraintes qui sont avec des législations qui s'empilent. On peut ajouter le zéro artificialisation nette, moi je comprends pas pourquoi on supprime pas cette loi tout bonnement, mais bon c'est encore autre chose, qui vont nous mettre dans un contexte où déjà je tire mon chapeau aux entrepreneurs, parce qu'ouvrir une entreprise, quand on voit le nombre qui sont en train de fermer à cause des PGE, des trucs comme ça, ça va être très compliqué les temps qui viennent. Tout le monde commence à dire que les tribunaux de commerce sont saturés par les dépôts de bilan, donc être un entrepreneur aujourd'hui c'est quand même sacrément courageux. Donc évidemment on sera toujours partenaire de ceux qui peuvent rester là, mais dans un contexte législatif très compliqué, hein. Je crois qu'on est plutôt d'accord sur les principes et les objectifs à atteindre. Oui, Madame Normani, pardon. Oui, je voulais pas du tout remettre en question l'impartialité avec laquelle vous allez choisir les entreprises. C'est pas du tout le propos. Je dis juste que j'ai affirmé mon intérêt particulier pour les dossiers de développement économique. J'ai demandé à plusieurs reprises à être associée. Voilà, ce projet me tient à cœur, donc je voulais savoir si c'était possible effectivement de participer à l'élaboration de ce projet, vraiment dans un esprit très constructif, hein, que j'adopte toujours en matière de développement économique. Et je réitère ma question, donc déjà demandée en 2021, en tout début de mandat, puis réédité, parce que j'ai effectivement vu que c'était dans le rapport de l'ORAV au dernier conseil communautaire que les inventaires devaient être fournis par toutes les communautés de communes de Vaucluse. Donc je voulais savoir si c'était possible d'avoir par mail la liste des zones disponibles. J'ai oublié de vous répondre effectivement à ce sujet-là. Les services me disent que c'est sur le site internet de la ville, c'est dans le PLU. En annexe ? C'est dans les pièces annexes du PLU. Il suffit juste de prendre... Alors, le PLU est assez conséquent, je reconnais. Comme je l'ai dit, Orange fait 10 km² de plus qu'Avignon, ça fait une grosse surface. Mais vous voulez qu'on vous donne la page ? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez... Vous allez finir par rentrer dans la majorité, parce que arriver à ce niveau-là de pas d'assistance, normalement, je le fais que pour la majorité, je ne fais pas pour l'opposition. Hein. Mais vous savez, je suis très utile. Hein. C'est un acte de candidature. Et je côté bien l'entrepreneuriat étant moi-même à mon compte, donc... Ma foi. Voilà. Est-ce que c'est tout bon ? Allez. On passe au vote. Comme l'a dit Nicolas, on espère tous l'unanimité. Ce sera la surprise. Eh ben voilà. Alors, mieux comme ça. Unanimité, merci. Dossier suivant, c'est à qui ? C'est pour moi. C'est à vous. Oui, Président. Donc, mesdames, messieurs, je dois donc
faire le rapport annuel, de vous présenter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets. Donc nous avons les 2 années qui sont cumulées, années 2022 et 2023. Je pense qu'en pièce jointe, vous avez dû lire ces documents de 27 à 30 pages qui permettent de donner la situation précise de la gestion des déchets sur notre territoire. Donc comme il s'agit simplement d'en prendre connaissance, d'en prendre acte, donc il est donc demandé au Conseil communautaire de prendre acte de ce rapport sur le prix et la qualité du service public et de la prévention de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour les exercices 2022 et 2023. Donc c'était les dossiers 10 et 11. De dire que ce rapport sera transmis aux représentants de l'État dans le département et mis à disposition des usagers dans les conditions prévues à l'article L 1411-13 du Code général des collectivités territoriales. Voilà, Président. Oui, j'en profite parce que je trouve qu'on ne le dit jamais assez, les usagers ne sont pas forcément au courant, mais vous savez qu'on peut maintenant mettre le carton dans les colonnes bleues, c'est quand même important. Ça nous permet aussi de faire des économies d'échelle, et puis ça nous a été accepté par l'ADEME, c'est ça? Bon, bien travaillé. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Oui, monsieur Vaton. Oui, sur le rapport qualité-prix, moi je voudrais dire que c'est quand même pas terrible, quoi. Pas terrible parce qu'avant, on prenait la poubelle devant chez nous, on mettait la poubelle, on la prenait devant chez nous, et c'était bien pratique. Aujourd'hui, ceux qui ont encore la poubelle, on la prend plus qu'une fois par semaine, et plus 2 fois. Et ensuite, vous avez installé des containers un peu partout dans la ville, dont la plupart ne sont quasiment pas accessibles, ou sinon il faut rester sur la route, et c'est vraiment pas pratique. Et tout ça, et maintenant, c'est nous qui portons nos poubelles dans ces containers. Donc je trouve qu'il y a une dégradation du service là, et en plus, vous avez augmenté le prix, je crois, je ne sais plus de combien, mais presque de la moitié du prix des poubelles. Donc je trouve que qualité et service, c'est pas terrible. Alors, moi j'étais persuadé, monsieur Vaton, qu'un grand écologiste comme vous allait nous dire, mais c'est super, il y a moins de débit de camions, on prend moins notre voiture, on est en faisant des points d'apport volontaire, parce qu'en vérité, pourquoi c'est fait de partout? C'est marrant, je vous taquine un peu, mais parce que c'est ce que, en grosso modo, nous impose la législation un peu de partout. Il n'y a pas qu'à Orange qu'on fait des points d'apport volontaires, et on le fait sous le cash sec, sous le greenwashing environnemental, en disant ça va moins mettre de camions, ça force les gens à être plus responsables sur leurs déchets, ils vont forcer à faire du tri. Moi je suis écolo, mais dans le bon sens du terme. Je suis pour la défense du vivant intégrale. Bon, c'est un autre débat que je n'hésite jamais à prendre en main, mais voilà, je trouve ça un peu amusant que ça vienne de la gauche, le fait de dire que les points d'apport volontaires c'est pas bien, alors que ça nous vient des législations de la gauche. Bon, sur l'accessibilité. C'est un vrai sujet. Alors il y a plusieurs critiques. La première, on en a qui nous demandent de les enterrer. Le problème, quand vous enterrez à Orange, bon, déjà ça coûte cher en termes d'infrastructure, et quand vous enterrez à Orange dans une ville qui a 2000 ans d'histoire, vous pouvez tomber sur des ossements ou sur des choses d'intérêt patrimonial. On n'a pas tous la chance d'arriver à faire Claudius en dessus d'une maison romaine. Maintenant, les autorisations, et c'est tant mieux, sont beaucoup plus complexes à obtenir. Alors, comparaison n'est pas raison, mais c'est vrai que quand je vois, je crois que ça a fait la une de plusieurs journaux, même dans la presse régionale vidéo, télé, où en fait vous avez d'autres intercos, parce que ça nous est parfois demandé, qui mettent de la redevance incitative, donc avec des systèmes qui sont fréquemment cassés, un coût de maintenance, un coût d'investissement. Alors vous me direz, vous êtes contre les points d'apport volontaire. Moi aussi, hein, mais moi c'est plus dans mon ADN politique que le vôtre, ça c'est le premier point. Donc il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Nous au moins on n'a pas de système de badge qui sont fréquemment cassés. On en a eu, il faut être tout à fait honnête, quand il y a des choses qui sont à améliorer, j'hésite pas à le dire aussi publiquement, ça a été un point de friction, un point d'inquiétude légitime pour un certain nombre de nos anciens qui avaient des difficultés ou à ouvrir ou à quoi que ce soit. Il me semble que c'est pire dans les autres collectivités, mais ça ne résout pas le problème, et j'ai tendance à dire que si on a certains de nos anciens qui ont du mal
à transporter des anciens ou des personnes atteintes de handicap, du reste, qui ont du mal à amener ça à ces points d'apport volontaire. Alors là, il faut qu'il y ait une autre partie du service public qui se mette en branle, à savoir le CCAS ou les services d'aide à la personne, parce que vous avez beaucoup de vieux orangeois ou d'anciens, même sur le territoire de l'Interco, qui n'osent pas ou qui ne savent pas ou qui ne veulent pas utiliser les services d'aide à la personne. Et donc nous, on les incite beaucoup à le faire, à être pris en charge aussi par le département, parce qu'on n'est pas les seuls à porter la solidarité. Et généralement, ce qui devait être un problème initial est devenu très fréquemment une solution de vie pour un certain nombre, je peux parler que d'Orangeois, je ne peux pas parler pour les autres communes, mais pour un certain nombre d'Orangeois et notamment nos anciens. Donc finalement, le problème nous a permis d'en régler d'autres. Ce n'est pas l'idéal, je ne vous dis pas que c'est une solution qui a été adoptée par 100% des usagers qui en étaient frappés, mais c'est vrai qu'on a pu trouver un certain nombre de solutions parce que, encore une fois, je le répète, si vous avez des problèmes pour mener vos poubelles, c'est que vous avez des problèmes pour faire vos courses ou pour avoir d'autres choses. Donc ça nous a permis aussi de mettre d'ajouter de la solidarité au sein des Orangeois qui en avaient besoin. Augmenter le prix, vous allez dire que je répète, monsieur Vaton, mais sachez-le, ce qui nous coûte le plus cher, c'est la taxe générale sur les activités polluantes. C'est une taxe sur laquelle, une fois encore, l'État se gave sur le dos des collectivités et ça lui permet de dire j'augmente pas la fiscalité, c'est les collectivités qui l'augmentent, comme on l'a vu là tous récemment sur nos avis d'imposition où le gouvernement, très tranquillement, sans aucune difficulté, envoie à chacun ses fiches d'imposition en disant mais si les impôts ont augmenté, c'est à cause des collectivités. Oui, c'est de la collectivité locale bashing, comme l'a fait monsieur le Bruno Le Maire, monsieur Barnier également, et même le président de la République, sauf que ça fait partie des coûts induits. Quand on augmente la facture, et on en discutait tout à l'heure, on en discute entre tous les maires, quand on voit l'explosion des coûts de fonctionnement, pas du fait de notre mauvaise gestion, mais du fait de l'impéritie gouvernementale, que ce soit sur des actes directs ou indirects. Les actes directs, c'est quand M. Macron ou M. Hollande dégèlent le point d'indice ou augmentent le SMIC ou font des revalorisations sans nous apporter de compensation ou plutôt même en nous supprimant nos dotations. Et les parties indirectes, c'est tout ce qu'on a tous vécu, l'augmentation des fluides, du carburant, de l'électricité, parce que comme on avait expliqué qu'on allait mettre l'économie russe à genoux, c'est plutôt la française qu'on a mis à genoux. Donc on se retrouve à tous avoir des gens qui se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles et les collectivités tout autant que parfois, même si ça peut être moins grave, mais tout autant que les ménages. Donc moi, je veux bien, mais on l'a pas augmenté, on l'a augmenté pour couvrir le coût du service et notamment le coût de la TGAP. On en a fait même un budget annexe afin de prouver parce que d'autres ne le font pas, et ils augmentent la fiscalité en disant c'est pour payer les poubelles alors que ça leur permet d'abonder dans leur budget général. C'est un choix qui avait été fait par cette majorité et par mon prédécesseur en tout début de mandat, de faire un compte annexe pour prouver aux gens qu'on ne faisait pas ça pour gaver les recettes de l'Interco, mais bien pour payer un service. Mais encore une fois, si augmentation de la TGAP il y a, ça n'est pas du fait d'un gouvernement pour lequel j'ai appelé à voter. Voilà, vous allez me dire, moi c'est facile, depuis que je vote toujours contre le gouvernement en place. C'est un peu plus simple. Voilà. Mais c'est pas de gaieté de cœur. Je vous en prie, monsieur Baton. Vous avez dit que j'étais contre le port le ramassage. À cantine. Absolument. Je suis absolument encore pas contre le tri, pas du tout. Non, contre les points d'apport volontaires. Ce que j'ai dit, je suis pas contre. Moi, je suis contre. Moi, je vous le dis, je suis contre. Mais moi je trouve que c'est bien de faire le tri, mais la façon dont vous le faites, c'est mal fait, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Alors, il y a où vous tapez le lampiste, où vous voyez un peu la plus grande partie. Si on est dans cet hémicycle, c'est qu'on a participé aux élections et donc on a la prétention de faire de la politique, dans le sens noble du terme. Bon. Si vous voulez faire de la politique, vous devez prendre le problème le plus large possible. Et on a déjà eu ce sujet. On le voit, et des gens qui ne sont pas estampillés à droite le montrent, et je vais prendre l'exemple, même si ça peut surprendre, d'Hugo Clément, qui a fait un certain nombre de documentaires assez intéressants sur l'escroquerie du tri. Parce que c'est une escroquerie. On nous explique à nous qu'il faut faire des points d'apport volontaires, qu'on va séparer les flux, mais les flux, ils partent à Marseille, au mieux, ils partent à Marseille, ils partent à Montpellier, ils partent à Lyon. Vous n'avez pas d'exutoires locaux, et finalement, même si j'en ai bien compris certains reportages que j'ai vus, tout finit soit dans des décharges à ciel ouvert, ou finalement dans des incinérateurs. Bon.
Là, j'ai déjà eu le sujet, mais et en plus, pour le coup, je pense que c'est politique, mais c'est transpartisan. Moi, je vous dis même quelle serait ma solution. Et je l'ai déjà dit, hein, donc je le répète. Moi, je ne suis pas pour le tri a priori. Je suis pour le tri à... Je pense qu'on devrait tout mettre dans une seule poubelle, parce que la technologie permettrait de refaire un tri beaucoup plus fin, beaucoup plus avec des filières beaucoup plus intéressantes. On le voit bien, on va pas se leurrer, les peuples sont ce qu'ils sont. Un latin, c'est pas un saxon c'est pas un germain c'est pas un japonais. Bon, et force est de constater que ce type de méthode de tri a posteriori, si ça marche, de tri a priori, pardon. Je vais essayer de pas me tromper. Enfin, de tri a posteriori. Ça marche si on est très discipliné. Les latins, on est un peu moins discipliné. Il faut connaître aussi un peu notre culture quand même. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. La technologie pourrait permettre de faire du tri mécanique, électronique, mais ça n'est pas la législation qui a été mise en place. On nous a forcé à faire du tri, en amont, pour des filières qui ne sont pas finalisées, alors que je pense vraiment, et la technologie le montre dans d'autres pays, que ce qui relève du déchet pourrait être une source d'énergie en plus, ou d'énergie ou de réutilisation. Il faut le savoir, en termes de réutilisation dans la législation française, on est extrêmement en retard. Je pense que vous l'avez vu, on est en train de travailler mais ça fait plusieurs années même que les services travaillent là-dessus, sur quelque chose tout bête comme la réutilisation de l'eau qu'on sort de nos stations d'épuration. La législation n'est toujours pas au point sur le sujet. Hein. Nous, l'Interco, on est très en avance. On attend juste qu'un certain nombre de décrets sortent pour pouvoir faire de la réutilisation. Mais les services, ça fait 3-4 ans qu'ils sont prêts à le faire. Techniquement, c'est pas compliqué. Bon, y a un pléthore de sujets comme ça où je me demande à quoi travaille notre Parlement, hein, ou notre gouvernement, ou nos gouvernements, peu importe leur coloration politique. Mais quoi qu'il en soit, la législation, c'est le tri. On est bien obligé de le faire, mais si imperfection il y a, elle est sur l'absence de vision stratégique de la part de l'État qui, au lieu d'utiliser le déchet comme une ressource, l'utilise comme des poubelles à ciel ouvert. Enfin, regardez l'histoire du plastique, où pendant des années, on a tout envoyé en Asie, en Chine de mémoire, et puis un jour la Chine a dit mais j'ai plus besoin de votre plastique, on s'est retrouvé gros gens comme devant. Bon, alors que je vais la citer, on a une entreprise. Je vous cite un autre exemple. Excusez-moi, je suis un peu long, mais parce que je pense que le sujet le mérite. On a une entreprise qui est implantée à Jonquière, Earthwake pour ne pas la nommer, qui réutilise le plastique et qui le redématérialise pour en séparer les diverses essences. Bon. Et donc, ils arrivent à refaire ou du diesel ou... La législation française, alors qu'on a cette entreprise-là sur le territoire, la législation française nous limite le fait de faire le plein de nos véhicules à 10% de cet apport-là. Que fait cette entreprise? Elle l'exporte en Amérique du Sud. Donc on se retrouve avec une entreprise qui est située à Jonquière, dont un des sites est à Jonquière, qui pourrait nous permettre de recycler nos déchets pour refaire de l'essence, ce qui est quand même pas rien. Mais comme la législation française est trop limitée, ou peut-être parce qu'on est trop lié, ou parce que nos gouvernements sont trop liés avec les pays pétroliers, vous imaginez la gueule de la facture carbone quand des choses qui sont synthétisées à Jonquière sont envoyées en Amérique du Sud, parce que là, la législation permet de faire son plein avec. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on voit la nullité de notre Assemblée nationale, notre Parlement, tout parti politique confondu, et quand on voit la nullité de notre gouvernement, je ne suis pas surpris qu'il soit à la ramasse par rapport aux enjeux qu'on vit nous en tant que collectivité ou en tant qu'usagers comme vous l'êtes vous. Mais voilà, encore une fois vous allez dire, hein, on ne m'a pas encore donné le droit d'être indépendant à cette communauté de communes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Ok. On prend acte donc, du coup, si j'ai bien compris, je pense qu'on a eu le temps de prendre acte. Oui, c'est bon, colonel ? Ok. Bon, et toutes mes sincères excuses pour le 2022, on a eu un peu de retard, c'est de ma faute. C'était lié à la réorganisation du service aussi. Hein. Oui, tout à fait. On a réorganisé aussi. Et le dernier rapport, le numéro 12. Numéro 12, oui. Donc il s'agit de la signature de la charte régionale Provence-Côte d'Azur concernant le zéro déchet plastique en 2030. C'est un engagement pour la mise en œuvre d'actions pour la diminution
la dépollution des plastiques en milieu naturel. La région Sud-PACA propose donc cette charte régionale de zéro déchet plastique aux collectivités territoriales et à l'ensemble de leurs groupements en région. Ces dispositifs ont pour ambition d'engager les collectivités territoriales dans les plans d'action et de réduction des déchets plastiques à travers 3 domaines d'action. Le premier, c'est sensibilisation des parties prenantes du territoire. Le deuxième, c'est la prévention des matières plastiques utilisées. Et le troisième, c'est l'optimisation de la gestion des déchets plastiques. Pour accompagner les signataires dans leur démarche, en région PACA, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, en partenariat avec l'ADEME et la région Sud-PACA, ont confié une mission d'animation zéro déchet plastique à l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, ce qu'on appelle l'ARB. Voilà. Il est donc demandé au Conseil communautaire d'approuver les termes de cette charte que vous aviez en annexe, qui tient sur une page d'ailleurs, d'engagement dans un exemplaire qui est annexé, d'autoriser Monsieur le Président à signer la charte, de décider de remplir le plan d'action zéro déchet plastique proposé par l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement et de s'engager à mettre en œuvre les actions inscrites pour une diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en stockage, de désigner un élu et un agent technique référent zéro déchet plastique, de décider de communiquer sur les actions engagées et les résultats obtenus auprès de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Voilà, Président. Merci, mon colonel. Est-ce qu'il y a des questions? Vous allez dire que je cite beaucoup Hugo Clément aujourd'hui, mais c'est pareil sur le zéro déchet plastique. Je suis tombé sur un extrait d'un de ses reportages où il explique que la facture carbone des gobelets en plastique, et comme ils sont plus légers, est moins lourde que ceux des gobelets en carton. Et il a fait aussi quelque chose de très intéressant que je vous invite à aller voir si vous arrivez à le retrouver. C'est sur des gobelets qui étaient supposés être en carton à l'Assemblée nationale, mais qui ne sont pas du tout en carton, qui sont dans une espèce de composite pas du tout biodégradable, aussi lourd que cher. Donc parfois, j'invite les gens à être méfiants sur le greenwashing, même si ce n'est pas l'objet de la délibération. Il n'y a pas de questions? Non? On est tous d'accord pour ne pas faire des déchets, c'est pas bien les déchets. On vote? Allez. Alors, unanimité, je vous en remercie. La séance est levée. Merci à tous.